Donc maintenant que j'arrive à me connecter sur le Web API et que le Web API me renvoie le user ID et la réponse, eh bien il va falloir que j'utilise ces données-là par exemple. Comme j'ai un token et ça veut dire que je suis authentifié, eh bien je voudrais que cette fenêtre-là disparaisse et je voudrais faire apparaître quoi. Je voudrais que ce composant-là disparaisse, ce composant-là se connecter là, pour faire apparaître d'autres composants, des composants que tu ne peux voir que lorsque tu es logué, que lorsque tu es authentifié. Donc ça c'est la première chose. Et l'autre chose c'est que comme on l'avait vu là sur les vidéos sur Node.js, Express et l'utilisation de Postman avec la base de données MongoDB et MySQL, lorsque je vais utiliser là, les routes pour aller consulter par exemple fiche user, toutes les fiches user, donc ce sont des routes protégées, et bien pour pouvoir y accéder, donc là j'ai la fiche user 62, il va me falloir envoyer dans la requête le user ID et il va falloir utiliser dans le bearer le token d'authentification. Donc là il faut que je stocke à un endroit du programme le token et l'user ID. Donc pour illustrer tout ça là, donc là actuellement on est ici là sur hostform, donc tous ces composants là je les ai fait dans les vidéos précédentes. Donc là maintenant je vais créer un composant test. Donc il sera à côté du composant hostform. Et donc le but, ça va être de faire monter les informations sur app.js, mais sans passer par les props. Parce que si j'ai plein de composants, et si j'ai besoin d'accéder par exemple d'un composant enfant qui est, je sais pas moi, 2, 3 à 4 niveaux en dessous du composant parent, pour éviter de remonter tous les composants un par le biais des props, eh bien il existe une méthode, il existe deux méthodes pour accéder directement, pour que chaque composant du programme puisse accéder directement aux données user ID et le token et qui seront stockés dans un store, une sorte de store. Donc on avait vu dans des vidéos précédentes qu'il existait Redux, mais bon Redux n'est pas adapté pour ce genre de choses car trop complexe et Redux est utilisé pour des choses qui bougent très souvent. Donc sur React, il y a l'API context. Et pour se servir de l'API context, il y a aussi le hook use context. Donc voilà les deux possibilités pour stocker de l'information. Par exemple dans le composant app qui est tout en haut de la hiérarchie des composants. Et donc si ce composant, bon là je ne l'ai pas fait, mais si un composant ici veut accéder à l'information, il pourra aller directement chercher l'information dans app.js. On n'aura pas besoin de faire descendre l'information par 50 props. Donc pour ça, comme j'ai dit, je ne vais pas utiliser Redux, je vais utiliser l'API context de React. Et donc on va découvrir, avant d'aller plus loin, ce que dit la documentation React. Et on va voir que la documentation, si tu apprends avec ça, j'ai envie de dire t'es mal barré quoi. Mais ça sera une base de travail. Alors qu'est-ce que nous apprend React sur contexte? Alors le contexte offre un moyen de faire passer des données à travers l'arborescence du composant sans avoir à passer manuellement les props à chaque niveau. Donc on voit l'intérêt. Dans une application React typique, les données sont passées de haut en bas, du parent à l'enfant via les props. Donc ça c'est basique, ok. Mais cela peut devenir lourd pour certains types de props. Exemple, les préférences régionales, le thème de l'interface utilisateur. Donc là, par exemple, je vais vouloir mettre dans le contexte mon user ID et mon token. Car lorsque la personne sera authentifiée, donc ça voudrait dire qu'elle aura un token, eh bien je voudrais changer l'interface pour dire que voilà, tu es connecté, maintenant tu as accès à la nouvelle interface, à de nouveaux composants qui ne sont accessibles que lorsque tu es authentifié. Donc cela peut devenir lourd pour certains types de props qui s'avèrent nécessaires pour de nombreux composants au sein d'une application. Le contexte offre un moyen de partager des valeurs comme celle-ci entre des composants sans avoir à explicitement passer une props à chaque niveau de l'arborescence. Donc on voit que c'est important. Donc après on va avoir quand utiliser le contexte, avant d'utiliser le contexte, et après au niveau de l'API je vais utiliser donc create context et context provider. Donc, le provider, c'est un peu comme sur Redux, le fournisseur. Après ça en principe je n'aurai pas besoin. Quand utiliser le contexte? Le contexte est conçu pour partager des données qui peuvent être considérées comme globales pour une arborescence de composants React, comme l'utilisateur actuellement authentifié, le thème ou la préférence de langue. Donc là, ce qui m'intéressait, c'est l'authentification. Par exemple, dans le code ci-dessous, nous faisons passer manuellement la prop thème afin de styler le composant button. Donc là, on a le thème button et ça passe par une props, d'accord? Le composant toolbar doit prendre une prop supplémentaire thème et la passer au thème button. Ça peut devenir pénible si chaque bouton de l'appli a besoin de connaître le thème parce qu'il faudra le faire passer à travers
tous les composants. Donc oui, c'est sûr que ça va être très pénible et ça va alourdir le code. En utilisant le contexte, nous pouvons éviter de passer les props à travers des éléments intermédiaires. Donc le contexte nous permet de transmettre une prop profondément dans l'arbre des composants sans la faire passer explicitement à travers tous les composants. Créer un contexte pour le thème avec light comme valeur par défaut. Donc là, c'est un petit peu comme Redux avec le store Redux. Tu as le store qui est tout en haut et ça fournit les données du store à n'importe quel composant qu'il y a dans l'arborescence de l'arbre des composants. Donc là, ok, thème contexte. Donc là, il fait un create context, light, ok. Et donc dans le render, utilise un provider pour passer le thème plus bas dans l'arbre. Donc provider, on l'a déjà entendu ce terme-là avec Redux. N'importe quel composant peut le lire, quelle que soit sa profondeur. Dans cet exemple, nous passons dark comme valeur actuelle. Donc là, il met thème contexte, donc thème contexte qui est ici. Point, donc le provider, donc c'est une méthode ou une fonction de l'API contexte. Et en value, il passe dark. Et là, le composant toolbar est wrappé avec theme context provider. Un composant au milieu n'a plus à transmettre explicitement le thème. Donc, ok. Donc là, ils sont encore sur les classes. Les classes, c'est périmé tout ça. Définis un context type pour lire le contexte de thème actuel. React va trouver le provider de thème ancêtre le plus proche et utiliser sa valeur. Dans cet exemple, le thème actuel est dark. Ok. Donc avant d'utiliser le contexte, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Le contexte est principalement utilisé quand certaines données doivent être accessibles par de nombreux composants à différents niveaux d'imbrication. Utilisez-le avec parcimonie car il rend la réutilisation des composants plus difficile. Donc moi, comme j'ai dit, à partir du moment où la personne est authentifiée, il va falloir que l'interface change. Comme par exemple faire disparaître le formulaire, se connecter ou créer un compte. Donc ça, beaucoup de composants auront besoin d'avoir accès à cette information-là. Et suivant les requêtes qui vont être faites vers l'API, sur le back-end, j'ai besoin aussi de l'user ID. Donc j'ai besoin de l'user ID et du token partout sur l'application. En tout cas, il faut que ça soit disponible de n'importe où. Par exemple, prenez un composant page qui passe des props user et avatar size plusieurs niveaux plus bas pour les composants profondément imbriqués, link et avatar puissent les lire. Ouais, donc page, ça j'ai pas encore fait de page là. Ok. Ça peut paraître redondant de passer les props user et avatar size à travers plusieurs niveaux si au final seul le composant avatar en a réellement besoin. Il est également pénible qu'à chaque fois que le composant avatar a besoin de davantage de props d'en haut, vous ayez à les ajouter à tous les niveaux. Un des moyens de résoudre ce problème sans le contexte consisterait à transmettre le composant avatar lui-même de façon à ce que les composants intermédiaires n'aient pas besoin de connaître les props user ou avatar size. Donc là on a l'exemple qui est ici. Okay. Avec cette modification, seulement le composant le plus haut placé, page, a besoin de connaître l'utilisation de user et avatar size par les composants link et avatar. Cette inversion de contrôle peut rendre votre code plus propre dans de nombreux cas en réduisant le nombre de props que vous avez besoin de passer à travers votre application et vous donne plus de contrôle sur les composants racines. Cependant, ce n'est pas toujours la bonne approche. Déplacer la complexité vers le haut de l'arborescence rend les composants des niveaux supérieurs plus compliqués et force les composants de plus bas niveau à être plus flexibles que vous pourriez le souhaiter. Donc là, on revoit l'exemple. D'accord. Donc là, ils ont fait des modifs, ouais. Vous n'êtes pas limité à un unique enfant pour un composant. Vous pouvez passer plusieurs enfants ou même prévoir dans votre JSX plusieurs emplacements séparés pour les enfants, comme documenté ici. Donc c'est la délégation de contenu. Certains composants ne connaissent pas leur enfant à l'avance, donc ça on l'a déjà vu. C'est particulièrement courant pour les composants comme sidebar ou dialogue qui représentent les blocs génériques. Pour de tels composants, nous vous conseillons d'utiliser la prop spéciale Children pour passer directement les éléments enfants dans votre sortie. Voilà, celle-là on va s'en servir encore. Elle est importante, cette props. Donc là on a un code là, ok. Navigation bar. Bon voilà pour le code. Donc ce motif est suffisant pour les nombreux cas où vous avez besoin de découpler un enfant de ses parents directs. Vous pouvez aller encore plus loin avec des props de rendu si l'enfant a besoin de communiquer avec le parent avant de l'afficher. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur les props de rendu? Le terme prop de rendu, render prop, fait référence à une technique qui consiste à partager du code entre des composants de React en utilisant une prop dont la valeur est une fonction. Un composant avec une prop de rendu prend une fonction qui renvoie un élément React et l'appelle au lieu d'implémenter sa propre logique de rendu. Des bibliothèques telles que React Router, Downshift et Formic utilisent ces props de rendu. Dans cette page, nous verrons en quoi les props de rendu sont pratiques et comment vous
pouvez écrire les vôtres. Bon, ok, mais ça c'est pas le sujet qui m'intéresse. Cependant, parfois les mêmes données ont besoin d'être accessibles par de nombreux composants dans l'arborescence et à différents niveaux d'imbrication. Le contexte vous permet de diffuser ces données et leur mise à jour à tous les composants plus bas dans l'arbre. Les exemples courants où l'utilisation du contexte apporte une simplification incluent la gestion des préférences régionales, du thème ou d'un cache de données. D'accord. Donc ça, c'est pour le contexte. Et donc, pour pouvoir l'utiliser, donc il y a l'API. Et donc, la première, j'ai envie de dire, méthode, c'est create context. Donc là, on a const myContest égale react.createContext et la default value. Créer un objet contexte. Lorsque React affiche un composant qui s'abonne à cet objet contexte, il lira la valeur actuelle du contexte depuis le provider, le plus proche situé plus haut dans l'arborescence. L'argument default value est uniquement utilisé lorsqu'un composant n'a pas de provider, correspondant au-dessus de lui dans l'arborescence. Ça peut être utile pour tester des composants de manière isolée sans les enrober, donc sans les wrapper. Remarquez que passer undefined comme valeur au provider n'aboutit pas à ce que le composant consommateur utilise default value. Après, on a le contest provider. Donc là, on a myContest, donc .provider, donc la fonction ou la méthode, et sa value, une valeur. Chaque objet contexte est livré avec un composant React provider. C'est livré avec, les deux sont liés, qui permet au composant consommateur de s'abonner, donc de subscribe, aux mises à jour du contexte. Il accepte une propre value à transmettre au composant consommateur descendant de ce provider plus bas dans l'arbre. Donc, un provider peut être connecté à plusieurs consommateurs, donc des subscribers. Les providers peuvent être imbriqués pour remplacer leur valeur plus profondément dans l'arbre. Tous les consommateurs qui sont descendants d'un provider se rafraîchiront lorsque la propre value du provider change. La propagation du provider vers ses consommateurs descendants, y compris context type et use context, donc lui va être utilisé, n'est pas assujetti à la méthode should_component_update. Donc ça va être les classes, je pense. Donc ça, c'est deprecated à mon avis. De sorte que le consommateur est mis à jour même lorsqu'un composant set saute sa mise à jour. On détermine si modification il y a en comparant les nouvelles et les anciennes valeurs avec le même algorithme que object.is. La manière dont les modifications sont déterminées peut provoquer des problèmes lorsque l'on passe des objets dans la value. Voir les limitations. Dans la mesure où le contexte utilise une identité référentielle pour déterminer quand se rafraîchir, il y a des cas piégeux qui peuvent déclencher des rafraîchissements involontaires pour les consommateurs lorsque le parent d'un fournisseur se rafraîchit. Par exemple, le code ci-dessous va rafraîchir chaque consommateur, le provider se rafraîchissant lui-même parce qu'un nouvel objet est créé à chaque fois pour value. Pour contourner ce problème, passez la valeur dans l'état du parent. Ok. Donc là, le class content type, les classes pour moi ça c'est fini, c'est mort tout ça là. My class c'est mort. Alors le contest consumer, qu'est-ce que c'est cette bête? Un composant React qui s'abonne aux modifications de contexte, ça permet de s'abonner à un contexte au sein d'une fonction composant. Là on a value, affiche quelque chose basé sur la valeur du contexte. Nécessite une fonction enfant, donc là il y a des liens à chaque fois. La fonction reçoit le contexte actuel et renvoie un nœud React. L'argument value envoyé à la fonction sera égal à la propre value du provider le plus proche, plus haut dans l'arbre, pour le contexte en question. S'il n'y a pas de provider pour le contexte voulu, l'argument value sera égal à default value passé lors de son create context. Pour apprendre davantage sur l'approche fonction enfant, voyez les propres pseudo-rendus. D'accord? Donc après on a le context.displayName. Les objets contexte permettent une propriété textuelle, displayName. Les outils de développement React l'utilisent pour déterminer comment afficher le contexte. Par exemple, le composant ci-après apparaîtra dans les outils de développement en tant que myDisplayName. Donc là on a un exemple de contexte dynamique, un exemple un peu plus complexe avec des valeurs dynamiques pour le thème. Là on a le thème, ok, light, dark. Là on a team_context donc qui exporte. Et là on crée le contexte team.dark. Ok, je descends, team bouton, d'accord, app.js, app.js, qu'est-ce que l'on voit de particulier, ouais. Donc là j'ai team context, je vois pas où utiliser. Là j'ai team context, d'accord. Et là si je descends on voit que team context.provider, ok, toolbar, d'accord.
Alors, mettre à jour le contexte à partir d'un composant imbriqué. Il est souvent nécessaire de mettre à jour le contexte à partir d'un composant imbriqué profondément dans l'arbre des composants. Dans un tel cas, vous pouvez passer une fonction à travers le contexte qui permet au consommateur de le mettre à jour. Donc, on passe une fonction dans le contexte. Voilà, donc export. Là, on a la variable team context, donc on crée le contexte. Donc là, on a le team, c'est qui sa value. Donc là, on a la key, là, on a sa value. Et là, on y passe une fonction. Donc ça va être pratique pour se déconnecter, pour supprimer le token. Team toggler button.js, ok. Bon, là, on a le code. app.js. Donc, qu'est-ce que l'on apprend de plus? Consommer plusieurs contextes. Pour conserver un rafraîchissement rapide du contexte, React a besoin que chaque consommateur de contexte soit un nœud à part dans la brosse. Ok, donc ça c'est plus avancé. Si plusieurs valeurs de contexte sont souvent utilisées ensemble, vous voudrez peut-être créer votre propre composant avec propre rendu qui fournira les deux. Limitation, dans la mesure où le contexte utilise une identité référentielle pour déterminer quand se rafraîchir, il y a des cas piégeux qui peuvent déclencher des rafraîchissements involontaires. Mais ça on l'a déjà vu. Voilà, donc déjà, il faut créer le contexte. Et après, une fois que tout ça c'est fait, on peut utiliser ces données-là avec le hooks use context qui permet d'utiliser les contextes de React sans imbrication superflue. Donc là, on le voit là, variable locale, use context, local context. Le use reducer, c'est pour gérer l'état local de composants complexes avec un réducteur, un réduceur. Et lorsque l'on est sur référence de l'API des hooks, on va tomber sur les hooks de base. Donc on voit que useType, bon lui ça va. UseEffect, je n'ai pas trop utilisé, mais on voit que useContext est un hook de base, quoi. C'est un hook hyper important. Et après, il y aura le hook useReducer, très important aussi. Et on a vu le hook useRef. Donc si je clique sur useContext, le hook, donc const value useContext myContext. Donc il accepte un objet context, la valeur envoyée par react.createContext, et renvoie la valeur actuelle du contexte. Celle-ci est déterminée par la propre value du plus proche myContext.provider. Donc c'est le composant. Le provider sert à wrapper le composant app dans le cas où je vais l'utiliser au-dessus du composant dans l'arbre. Voilà. Quand le plus proche myContextProvider au-dessus du composant est mis à jour, ce hook va déclencher un rafraîchissement avec la value la plus récente passée au fournisseur myContext. Le fournisseur, c'est le provider. Même si un ancêtre utilise React Memo ou Shortcut Update, donc ça c'est les classes, c'est fini ça. Le rendu aura quand même un nouveau lieu à partir du composant qui recourt à useContext. N'oubliez pas que l'argument de useContext doit être l'objet contexte lui-même. Donc correct, useContext, myContext. D'accord. Donc erroné, c'est quand tu rajoutes consumer provider. Un composant qui appelle useContext se rafraîchira toujours quand la valeur du contexte change. Si ce rafraîchissement est coûteux, vous pouvez l'optimiser grâce à la mémorisation. Il y a un hook pour ça. Mais bon, ça c'est niveau avancé, là j'y suis pas encore. Peut-être qu'un jour, ça arrivera. Astuce, si vous aviez l'habitude de l'API de contexte avant les hooks, donc ça c'est ceux qui utilisaient les classes, hein, mais ça c'est fini ça. UseContext, myContext est équivalent à static context type, myContext dans une classe ou à myContext.consumer. UseContext, myContext vous permet seulement de lire le contexte et de vous abonner à ses modifications. Vous aurez toujours besoin d'un myContext.provider plus haut dans l'arbre pour fournir une valeur de contexte. Donc là, on a un exemple consolidé avec le context provider. Un exemple consolidé, je sais pas ce que c'est. Donc là, on a leur thème, team context, create context, app. Donc là, le provider, il wrap le toolbar, composant. Et donc là, en bas, là, team bouton. Et là, on utilise use context, le hook avec team context qui est ici. Donc on voit l'imbrication, quoi. Hein. Il y a tout ça dedans, ok. Et après, voilà. Cet exemple est une version modifiée pour utiliser les hooks de l'exemple dans le guide avancé des contextes. Le guide avancé des contextes. Donc c'est ce que je viens de lire précédemment dans la vidéo. Voilà. Donc maintenant, avec ces informations-là, il faut mettre en œuvre le contexte et utiliser le useContext pour accéder aux valeurs. Donc maintenant qu'on a tiré ces informations-là de la documentation de React, hein, donc on voit que quand tu lis ça comme ça et que tu vois les exemples, hein, c'est pas super clair. Hein. Et bien dans la prochaine vidéo, on va mettre en œuvre le contexte et le hook useContext. Donc dans les prochaines vidéos, quand je vais y aller
étape par étape, comme disent les anglo-saxons, step by step. Et donc l'objectif va être de mettre le token et le user ID dans le store. Et grâce à ça, je pourrai donc modifier l'interface, c'est-à-dire que l'interface utilisateur changera quand on sera authentifié, de nouveaux composants apparaîtront et le composant par exemple formulaire disparaîtra. Donc déjà je vais faire ça avant d'attaquer l'accès par les routes protégées, l'accès aux données qu'il y a sur le back-end. Donc la suite dans le prochain épisode.